Chers amis, mesdames et messieurs, monsieur l'ambassadeur de Hongrie, chère Stéphanie, cher Jean-Guillaume, je vois beaucoup de visages que je ne peux pas en fait citer tout le monde, mais c'est un immense plaisir de vous revoir pour la 6e fois, puisque c'est la 6e édition de nos conversations, et j'ai le sentiment qu'une véritable famille Tocqueville, avec parfois, souvent même des points de vue différents, mais tenus par un esprit commun, se réunit, et c'est, je pense, une grande force dans le moment que nous traversons. D'abord, bienvenue à tous à Tocqueville. Ce discours était prévu pour hier, mais quel moment, quel sens du calendrier, au fond, au milieu de la tempête politique. Les conversations de Tocqueville se tiennent dans un moment charnière de notre vie démocratique, un moment de grand chamboulement et de grande inquiétude. Puisque nous avons visité jeudi la Cité de la Mer à Cherbourg, qui abritait par un hasard ironique une exposition sur le Titanic, laissez-moi filer un instant une métaphore maritime. Clairement, nous voilà réunis alors qu'un avis de tempête politique et géopolitique court sur l'Occident, et notamment sur notre France, un pays clé de l'équilibre européen. Dans ce contexte de lourde incertitude, le message que nous voulons envoyer depuis Tocqueville est que tous les citoyens doivent être sur le pont pour guetter les icebergs, les vaisseaux ennemis, dans un contexte qui, il faut bien le reconnaître, est celui de désaccords béants des équipages, de menaces de mutinerie et de risques de sabordage. C'est à cette condition essentielle qu'est l'engagement de l'équipage que nous conserverons notre précieux et fragile bateau démocratique et les valeurs de liberté, de droit, d'humanisme qui continuent tant bien que mal d'y prévaloir malgré tant de fissures dans la coque. Comme le notait il y a quelques jours dans le Figaro Nicolas Bavrez, dont nous regrettons beaucoup l'absence aujourd'hui, ce sont les Français et plus largement les citoyens d'Occident qui, en dernier recours, seront les garants de l'esprit de nos institutions et de notre République. Les citoyens doivent montrer qu'ils sont à la manœuvre, et pas plus tard que tout à l'heure, en prenant un café avec plusieurs d'entre vous, nous nous disions c'est aux citoyens de prendre soin de leur nation, pas seulement d'attendre en fait que les choses se passent là-haut. Et j'ai été très touchée, je dois dire, hier par ce qu'a dit Tetiana Ogarkova quand elle nous a dit moi et mon mari, nous avons cette idée que, au fond, nous ne devons pas attendre grand-chose de l'État ukrainien, si neuf, si jeune, si fragile. Ce n'est pas un père, cet État. Nous considérons plutôt que l'État ukrainien est notre enfant. Imaginez. Pour les Français, c'est une déclaration révolutionnaire. Chers amis, en 2015, j'étais aux États-Unis quand la tornade de Trump a surgi. Et croyez-moi, en observant la scène politique française ces derniers jours, l'impression de déjà-vu est flagrante. C'est la même vague populaire et la même volonté de renverser la table qui a produit Trump, qui porte aujourd'hui le Rassemblement national aux portes du pouvoir. C'est la même colère contre les élites gouvernantes qui, depuis 1991, ont rêvé, acté, encouragé de manière obsessionnelle et largement irresponsable la fin des nations, l'absence de frontières, l'immigration de masse, la globalisation à tout crin et l'interchangeabilité des peuples. C'est une demande de protection, d'ordre minimal, de limite, dans un monde qui semble ne plus en avoir aucune. Retenez bien ce mot de limite, car j'y reviendrai plusieurs fois. Les Français votent Jordan Bardella, enfin beaucoup de Français, non pas parce qu'ils croient en ce jeune homme de 28 ans, dont l'absence d'expérience et les programmes confus et changeants suscitent un vrai vertige, mais parce qu'il leur promet ses limites. Car disons-le franchement, une bonne partie des élites à l'Ouest a perdu la tête. En 1991, nous avions gagné la guerre froide. L'Europe était euphorique et se réunissait. À Moscou jaillissait l'espoir. Mais n'avons-nous pas tout gâché, toutes ces chances qui étaient en germe? Après avoir travaillé pour des raisons largement idéologiques, mais aussi des raisons
peut-être d'appât du gain. Et nous avons, à l'affaiblissement du cadre national, après avoir laissé entrer des millions de personnes que nous avons renoncé inconsidérément à intégrer, après avoir désindustrialisé et désarmé massivement nos pays pour le plus grand profit des puissances néo-totalitaires russes et chinoises qui défient le droit international par leur révisionnisme agressif, nos élites ont entrepris sans consultation aucune de convertir nos sociétés à une idéologie de déconstruction qui mine toutes nos certitudes jusqu'à la distinction biologique fondamentale entre l'homme et la femme au nom d'un individualisme effréné supposé avoir tous les droits, même celui de changer la nature. Tandis que nos banlieues deviennent parfois des coupe-gorge où l'on a violé il y a quelques semaines une enfant juive de 12 ans parce qu'elle était juive, les beaux quartiers ont la tentation, comme à l'époque de Marx, de la table rase, d'une sorte d'hubris sinistre et avide de tout remettre en cause par haine de soi. Les beaux textes, les grands penseurs, nos peintres, nos musiciens les plus illustres, bref, toutes les institutions culturelles et morales de nos démocraties, sous prétexte qu'elles sont coupables d'avoir été imaginées ou validées par l'homme blanc occidental devenu figure de l'oppresseur. Comment, dans ce contexte, inspirer notre jeunesse et lui donner un cadre ? Cette dernière peut-elle créer un avenir si elle est encouragée à sacrifier sans discernement tout l'héritage passé ? La notion d'universalisme, d'égalité devant la loi, est aujourd'hui piétinée par les nouveaux censeurs horizontaux qui, appuyés sur les départements d'équité et d'inclusivité des universités américaines, au nom d'un décolonialisme et d'un antiracisme de plus en plus débridés. Ces nouveaux gardiens du temple identitariste, supposés guetter les discriminations, semblent pourtant se moquer comme d'une guigne de la vague d'antisémitisme qui a déferlé sur les campus américains, désormais hérissés de drapeaux palestiniens et flirtant, ce qui est beaucoup plus grave, avec l'idéologie du Hamas. Contrairement à ce qu'avait espéré Yascha Mounk, que je salue et qui va parler dans quelques minutes, lors de précédentes conversations Tocqueville, loin d'échapper aux fureurs de la culture de l'annulation en raison de son héritage catholique non puritain et de sa culture de pensée critique comme Yascha l'espérait, la France s'est elle aussi mise à faire du copier-coller de l'évangile américain selon saint woke. Bien sûr, au départ, derrière cette idéologie, il y a eu une intention légitime et louable, placée dans le sillage des combats pour les droits civiques, de protéger les minorités de politiques discriminatoires inacceptables. Mais comme le note notre cher ami Joshua Mitchell dans son livre American Awakening, qui est dédié à la signification de cette nouvelle révolution américaine, il s'agissait jadis de combler la blessure inacceptable de l'inégalité des droits entre les Blancs et les Noirs, bref, de rétablir la justice et de rendre l'Amérique meilleure, mais pas de la punir et de la saborder pour toujours. Martin Luther King voulait que la promesse de l'Amérique soit accessible à tous, que la communauté noire ait accès à Shakespeare, alors que les woke veulent annuler Shakespeare, me disait Josh il y a quelques jours. À quel moment la sortie de route s'est-elle opérée et pourquoi ? Le sujet sera au cœur de nos débats, a commencé d'être dans le cœur des débats, et elle le sera encore aujourd'hui, sur cet identitarisme qui gomme les citoyens au bénéfice des tribus. Mais dans cette folle époque, comment ne pas voir que la colère populaire est aussi une insurrection des citoyens contre ceux qui ont parfois décidé de bafouer le bon sens le plus élémentaire. Pour revenir à l'impression de déjà-vu, chers amis, je retrouve en France la même panique qui saisissait les élites américaines de 2016 et qui les saisit à nouveau en 2024 avec le retour de l'ouragan trumpien. Je comprends cette panique. Elle a des raisons tout à fait légitimes. Il y a dans les troupes trumpistes et certains rangs du RN aussi des esprits échauffés qui sont prêts à en découdre. À ce titre, le 6 janvier 2021 est un avertissement effrayant qui, en d'autres temps, aurait disqualifié politiquement à jamais le président Trump
en raison de la manière dont il a au minimum enflammé les esprits et suscité le coup de sang populaire qui a mené à l'assaut contre le Capitole. Chers amis, pardonnez-moi, pour autant, pouvons-nous changer de peuple ? Pour ma part, j'ai vu l'enchaînement toxique de l'hystérie anti-trumpienne aux États-Unis et la manière dont elle a nourri un boomerang de défiance et parfois de la haine parmi ses troupes. Et je vois avec inquiétude s'installer dans les Frances qui s'affrontent le même risque d'une hystérie collective, d'un dialogue de cris, d'une désagrégation des règles de coexistence politique. À l'extrême gauche tout particulièrement, des appels dangereux à la résistance généralisée d'organisations professionnelles, médicales, universitaires, qui semblent prêtes à ne pas reconnaître le jeu de la démocratie au nom de la préservation de cette dernière, comme ce fut le cas en 2016 pour Trump, se font jour. L'extrême gauche a menacé de mettre le feu si le RN arrive aux affaires et les restaurants, les magasins en France ont commencé de se barricader, comme ce fut le cas pendant les émeutes américaines de 2020. Bref, des deux côtés, la politique comme art de la conversation contradictoire et de l'alternance acceptée menace en réalité de faire place à une version religieuse de la bataille pour le pouvoir. C'est à nous, citoyens, qu'il appartiendra de contenir cette fureur politique religieuse qui n'augure franchement rien de bon. Chers amis, ce tremblement de terre qui met à jour la profonde crise de régime que nous vivons fut le premier sujet des conversations Tocqueville en 2018. Cette crise majeure, exprimée par le vote Trump, le Brexit, le phénomène Salvini, le score toujours plus élevé du RN et bientôt les gilets jaunes, nous l'avions vu venir et elle a même été la raison pour laquelle nous avons créé cette conférence, parce que nous étions alertés par le refus très répandu de poser un diagnostic honnête sur cette crise. Nous avions évoqué alors le célèbre discours de Tocqueville, daté de janvier 1848, dans lequel il mettait en garde l'Assemblée parlementaire et la classe dirigeante, décrivant sa marche solitaire au-dessus du peuple comme affranchie de ses responsabilités, et franchement, exactement comme aujourd'hui. Chers amis, il n'est pas question de se laisser aller aux idées sombres. Comme vous le savez, le château de Tocqueville n'est pas un lieu de ratiocination mélancolique, mais c'est un écrin porteur d'une réflexion réaliste et d'une invitation à l'action, deux traits qui résumaient bien l'esprit du grand Alexis de Tocqueville, qui, je veux l'imaginer, nous observe aujourd'hui avec un mélange d'inquiétude, mais aussi d'empathie indulgente, tandis que nous débattons. Le titre de notre conférence appelle cette année les citoyens à se réveiller pour sauver la démocratie. Mais pour faire face, il est indispensable de faire les bons diagnostics, comme l'a dit d'ailleurs Édouard Philippe dans son excellent discours d'ouverture. Laissez-moi citer trois défis qui devront être mis sous notre loupe commune. La première prioritaire est de répondre aux défis que pose le vote populiste, qu'il arrive ou non aux affaires. Se contenter de crier paresseusement au fascisme et d'appeler à la création d'un cordon sanitaire, comme certains leaders semblent tenter de le faire, est l'erreur que les Français ne doivent pas commettre, car elle masque la réalité de la colère qui s'exprime. Il y a urgence à préparer notre propre réponse à cette demande de protection légitime, urgence à ne plus abandonner la question de l'immigration au seul Rassemblement national, afin de faire surgir de vraies solutions qui permettent de contrôler nos flux migratoires et d'embrasser, comme il se doit, les millions d'immigrants récents qui sont des nôtres, dans la grande tradition d'accueil de la France. Cette démarche permettra de contenir et de stopper les éventuels dérapages, comme celui très déplaisant qui a surgi ces derniers jours sur le statut des binationaux. On l'a compris, il s'agira pour nous, citoyens, d'absorber, pour ainsi dire, la révolte en prenant ses causes profondes au sérieux.
Quand on parle de réengagement, il faut bien dire que le citoyen, de réengagement du citoyen, c'est ce qui a été fait pendant notre première journée, il faut bien rappeler que le citoyen a été presque effacé de la carte par l'obsession identitaire, tous ces ismes, islamisme, wokisme, autoritarisme, individualisme effréné, consumérisme, qui l'enferment ou tentent de le subjuguer et de le détourner de ses responsabilités dans la cité. Ce qui nous ramène à la définition de la crise que nous évoquions comme une crise des limites. Car curieusement, tous ces défis tournent autour de la question des limites. Celui de l'immigration qui pose la question des frontières, qui permettent d'organiser le pacte national et de le protéger, par exemple. Celle de l'autorité qui permet elle aussi de contenir les passions, d'imposer les règles, de développer le sens physique, le sens civique. Et j'ai été frappée par l'appel du général Cavoli sur le rôle clé que doit avoir la famille, l'école dans ce processus, pas seulement l'État. Autre sujet majeur dont les électeurs réclament l'examen et qui reste largement tabou, c'est celui de la place de l'islam dans notre société. Nous en avons parlé hier. Là aussi se pose la question de la limite, celle qui existe entre la religion et la politique dans un État laïque et démocratique. Comment s'y prendre avec l'islam, cette religion englobante qui, selon Tocqueville, ne permettait pas d'établir cette séparation? Est-ce que les pays occidentaux vont être capables d'inventer un nouvel islam compatible avec la laïcité et la démocratie? Ou nos pays devront-ils accepter des accommodements qu'ils jugent incompatibles avec nos valeurs, sous la pression, par exemple, de forces islamistes qui ont leur propre projet politique? Ce sujet a été abordé, oui, mais il mérite une discussion soutenue, apaisée, mais robuste. Et je suis extrêmement reconnaissante à la fois au docteur Galeb Bencheikh, à Florence Bergeau-Blaclair, d'avoir dialogué sur ce thème à Tocqueville en même temps qu'Anne-Marie Pelletier, Yann Boissière et Joshua Mitchell. Puisque ce panel nous a permis de réfléchir aussi sur la question de savoir si le citoyen séculier de 1789 est aujourd'hui adapté face au retour en force du religieux et de la quasi-religion, du wokisme, remplaçant le marxisme, nous a dit Josh, qui ont surgi sur les ruines du protestantisme et du catholicisme. Et Tocqueville pensait que cette religion avait son importance après l'irréligion de l'époque révolutionnaire. Lui craignait que la dimension religieuse, la transcendance, qui permettait de tempérer les désirs sans limite de l'individu, ferait défaut si elle reculait. Je parlais pour préparer ces conférences avec Anne-Marie Pelletier, et elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappée, puisqu'elle a dit « l'individualisme extrême nous prive de limites, alors que c'est la limite qui permet d'établir un rapport avec l'autre ». Et elle me disait être persuadée que cette question des limites est un élément absolument clé de la crise démocratique, en réalité spirituelle, de l'Occident. La crise démocratique que nous vivons, ballottée par nos désirs illimités et jamais assouvis, perdus dans les méandres des réseaux sociaux et des algorithmes qui nous façonnent et nous desservellent à grande vitesse, est en fait aussi une crise de sens. Et j'attends beaucoup à ce sujet de ce que diront Muriel Popa-Fabre et Scott Carpenter dans une passionnante échange qu'ils auront tout à l'heure cet après-midi. Mais je voulais évoquer aussi un dernier thème que nous autres citoyens d'Europe et d'Occident devons avoir dans notre viseur si nous voulons être les vigies véritables de nos démocraties. C'est la question des limites liées au danger de la Russie poutinienne. Poutine, comme me le rappelait Constantin Sigoff, là aussi en préparant nos débats, c'est, je cite Constantin, le tyran qui franchit toutes les limites, celle des frontières quand il entre en Ukraine, celle du droit international qu'il piétine et celle du droit tout court.
celle de la déshumanisation de ses adversaires et de son propre peuple, dont il estime pouvoir faire ce qu'il veut, quitte à tuer et torturer selon son bon vouloir. Il franchit aussi les limites qui séparent le vrai du faux, la vérité du mensonge. C'est, nous dit Konstantin Sigov, l'homme du bespredel, qui en russe signifie à la fois l'arbitraire et l'absence de limites. C'est donc un danger qui menace tout l'Occident, où la Russie, aidée par la Chine et voyant notre faiblesse immense, s'emploie à semer le chaos par une forme de guerre hybride à grande échelle qui, justement, instille le chaos et le chaos dans nos esprits, nous empêche de voir ce qui est vrai, ce qui est faux. On voit des mesures actives de déstabilisation, des achats d'élites, des fake news qui se multiplient de toutes parts. La liste est très longue. En réalité, chers amis, nous faisons face à deux insurrections, l'une interne et l'autre venant de l'extérieur, qui tentent d'instrumentaliser la première. Konstantin Sigov dit que Poutine, pour l'instant, il parvient, parce qu'il joue un double jeu. Il transgresse toutes les règles, mais il réussit à convaincre les populistes que l'arbitraire de l'homme fort permettra de rétablir l'ordre et les limites que cherchent les peuples d'Occident. Mais c'est une fausse promesse, parce que ce qui se couche devant le dictateur sans limite entre dans son espace de non-droit. De ce point de vue, il semble que ceux qui, par exemple, au Rassemblement national, pensent qu'ils tireraient profit d'une alliance avec l'homme fort, se trompent, car Poutine n'acceptera d'alliés que couchés. En revanche, la prise de conscience de ce danger qui surplombe nos démocraties attaquées devient absolument essentielle si nous voulons protéger l'espace démocratique de liberté qui est le nôtre en Europe et au-delà en Occident. De ce point de vue, Édouard Philippe a eu raison de nous appeler à la lucidité, non seulement sur nos problèmes internes, mais sur la guerre qui nous guette. Au fond, nous devons poser des limites pour sortir du vertige où nous sommes, à l'intérieur, mais aussi sur la ligne de front entre l'espace démocratique heureux et précieux où nous sommes encore et la zone de danger où nos ennemis veulent nous entraîner. Cette limite est en train d'être tracée avec le sang des Ukrainiens. Notre espace ne tiendra pas longtemps si nous ne les aidons pas à poser ces limites. La crise de l'Occident, aussi bien à l'intérieur de nos frontières qu'à l'extérieur, est aussi et surtout une crise de courage politique. Voilà.